En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyage avec des acteurs du football. Partons ensemble à la découverte de nouvelles cultures, de rencontres, d'expériences de vie autour de ce langage universel qu'est le foot. Aujourd'hui, notre invité est Hubert Velud. Hubert, sélectionneur actuel du Soudan, vient de qualifier son équipe pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, une première depuis 10 ans. Lors de notre échange, qui s'est déroulé à distance, il nous partage ses expériences, ses réussites sportives, son attachement pour le Maghreb, mais aussi la tragédie de l'attentat contre l'équipe nationale du Togo, alors qu'il en était le sélectionneur. Enfin, il revient sur l'incroyable aventure qu'il vit au Soudan depuis 1 an. Bonne écoute. Bonjour Hubert Velud, merci d'être là aujourd'hui. Comment vas-tu ? Bonjour, merci, ça va très bien. Merci pour l'accueil. Non, avec plaisir. Bon, on est obligé de faire cette discussion à distance, mais bon, on va un peu parler de ton parcours, de tes choix de carrière et de tes choix de vie, parce que donc on va voir que tu as beaucoup voyagé, surtout ces 10 dernières années. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, donc Hubert Velud, entraîneur de football. Je suis né à Villefranche-sur-Saône, 30 km au-dessus de Lyon. Je suis parti rapidement à l'âge de 16 ans au Stade de Reims, en fait, pour faire ma carrière de joueur. À l'époque, j'ai fait 14 saisons d'affilée au Stade de Reims. Donc à l'époque, c'est vrai que les joueurs pouvaient rester longtemps dans les clubs. Il y avait moins de mouvement que maintenant. C'est vrai que maintenant, un joueur qui fait 14 saisons dans un club, c'est devenu très rare. Voilà, donc en fin de carrière de joueur, donc j'ai enchaîné sur la carrière d'entraîneur, où j'ai officié longtemps, notamment au Paris FC. Oui. Avec, dans un premier temps, j'étais entraîneur adjoint de Pierre Lechantre avec Carlos Bianchi. Et après, j'ai pris le club. Quand Pierre est parti, j'ai pris le club. Et bon, c'est là que j'ai vraiment appris mon métier, parce que Paris FC, c'est un club très formateur, dans le sens où il y avait de gros travail au niveau des jeunes à faire. Et bon, j'ai fait monter le club en national, qui est resté en national après, et qui est même monté en deuxième division maintenant. Je suis resté 8 années là-bas. Ensuite, j'ai fait une année entraîneur adjoint de l'ASVO Bologna à Nancy en première division, une année qui m'a beaucoup apporté aussi. Le poste d'adjoint, c'est un peu particulier et on voit beaucoup de choses, quoi. Ensuite, j'ai enchaîné par le Gazélec d'Ajaccio en national. Et après, 3 ans à Clermont. Et à Clermont, c'est là, je dirais, le début vraiment de ma carrière, de la réussite de ma carrière, parce que j'ai fait monter le club en Ligue 2 tout de suite, dès la première année, champion de France de national. Et enchaîné 2 ans en Ligue 2 avec Clermont. Ensuite, une année de Ligue 2 avec Créteil. Une bonne saison, on a failli monter. Bon, à la suite de cette saison, c'est vrai que je suis pas resté au club. Il y a quelques désaccords, disons, de stratégiques. Donc, je suis pas resté. Je suis parti à Toulon, où ça n'a pas du tout marché. Toulon, c'est un peu l'échec de ma carrière. C'était en quelle division, ça ? En national ? Ouais, en national, ouais. Et voilà. Donc, après Toulon, je fais Beauvais en national. Voilà. Ensuite, parti en Afrique, au Togo. Voilà. Donc ça, c'est la première expérience qui a été, je dirais, à la fois, j'ai qualifié le Togo pour la CAN 2010 à l'issue d'un match décisif à Lomé contre le Gabon, contre Alain Giresse. On s'est qualifié pour la CAN et malheureusement, on n'a pas pu faire la CAN puisque on a subi l'attentat de Cabinda. On a été mitraillé sur la route de Cabinda et malheureusement, on est rentré en Angola. On n'a pas pu faire la CAN puisque il y a eu deux morts dans le bus à l'issue de cet attentat. Et bon, ça c'est vraiment évidemment un très mauvais souvenir qui m'a marqué, même voire traumatisé, donc comme tout le monde. Tu as très bien introduit toute la partie française de ta carrière et après on va un peu partir à l'aventure et dans toutes ces expériences, mais j'aimerais discuter un peu. Tu disais à Reims que tu n'as pas eu d'opportunité de partir ou en tout cas ça t'allait bien de faire toute ta carrière à Reims quand tu étais gardien. Et voilà, et après on voit c'est pendant plus de 10 ans que même ta carrière d'entraîneur, tout en France, on va dire entre guillemets plutôt classique. Est-ce que c'était dans un coin de ta tête de partir à l'étranger ? Oui, exactement. C'est-à-dire que ça a toujours été dans un coin de ma tête et notamment par rapport à l'Afrique, c'est toujours un continent qui m'a attiré, même culturellement, même émotionnellement et tout, pas par rapport au football. Donc en fait, oui, j'avais toujours ça dans un coin de ma tête.
de faire une aventure à l'étranger, notamment en Afrique. Bon, après, ça s'est avéré que Ouais. l'occasion m'en a été donnée. T'étais allé pendant en tourisme, c'était justement un continent où t'allais, ou non? Oui, sans plus. Non, sans plus. Un petit peu, mais bon, comme tu l'as très bien dit en touriste, ça n'a rien à voir d'y aller en touriste. Mais tu sais pas d'où ça vient en bas. Pourquoi c'était dans un coin de ta tête l'Afrique? T'arrives à l'expliquer ou Non, non? non, pas vraiment. Ouais, mais les amis me disent ça aussi. Ils sont pas étonnés, quoi, Ah ouais. que je sois parti en Afrique, quoi. Ouais, je sais pas, c'est peut-être un état d'esprit global, quoi. Voilà. Et donc, ouais, donc quand tu étais à Beauvais, il y a la sélection du Togo. Tu peux nous raconter un peu comment ça arrive dans ta vie, comment ils te proposent ce poste de sélectionneur du Togo? Oui, donc à l'époque, j'étais un peu en stand-by. C'est par une relation, je crois, comment dire, par rapport à mon fils. En fait, un de ses amis était fils du secrétaire général de la fédération. Ils avaient un besoin urgent ils étaient un peu entre, ils étaient un peu entre deux phases, c'est-à-dire qu'il fallait, c'était un peu urgent. Moi, j'étais disponible et bon, je suis parti, j'ai pas réfléchi. Ok, Je ouais. me souviens, on m'a appelé le soir peut-être à 20h, 21h. Je devais prendre l'avion parce que j'habite en Corse. Je devais prendre l'avion pour Paris le lendemain matin à 7h. J'ai fait mes valises dans la nuit, quoi. Dans Ça, la nuit, c'est je fais mes fou. valises, je suis parti. Ça montre bien que J'ai pas trop réfléchi. c'est un métier de fou quand même. J'ai pas trop réfléchi. Ouais, c'est Parce que vrai. sélectionneur, parce que Togo. Oui, oui, bien sûr. Il y avait Togo. Je sais aussi qu'il y avait une belle équipe quand même. J'ai regardé l'aspect sportif, mais bon, et comme j'avais vraiment toujours envie de connaître l'Afrique. Et donc là, après, quand tu arrives au Togo, tu te retrouves très vite pour devoir qualifier le Togo à la CAN, c'est ça? C'est ça, ouais. Mais bon, très vite en Afrique, Ouais. c'est un bien grand mot. Quand toi tu dis très vite, moi je te dis la situation était urgente, mais si tu veux, ils ont quand même je suis resté quand même 3 semaines à l'hôtel avant qu'ils décident vraiment de me prendre. Ah, ok. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'officialisation de pouvoir prendre l'équipe, si tu veux, le lundi soir. Le stage commençait le mardi matin avec les joueurs, voilà. Ah ouais. Donc c'était un peu aussi précipité, mais bon, faut s'adapter à ça. Hein. Des fois, il y a des décisions politiques qui sont un peu longues et il faut savoir être patient et il faut savoir toujours s'adapter, en fait. D'abord, la première chose, c'est savoir s'adapter. Je pense que déjà, faut pas partir trop avec ces certitudes européennes, déjà. C'est la première chose. Faut être ouvert, faut avoir une capacité d'adaptation, à toute épreuve. Faut avoir une certaine patience aussi. Moi, j'étais pas forcément patient au départ, mais c'est vrai que j'ai appris la patience. Et voilà, c'est d'abord la capacité d'adaptation qui est le plus important. Tu as commencé à un peu en parler. On va revenir rapidement dessus, même si je sais que c'est un sujet que tu as beaucoup parlé et c'est pas si facile ni pour toi et même pour moi. L'histoire, c'est que vous êtes qualifié pour la CAN, vous faites un stage de préparation en RDC. C'est pas en RDC, on était à Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est Brazzaville. Pointe-Noire, mais c'est à côté Ouais, en fait, c'est à côté de Cabinda, Pointe-Noire. Ouais. ok. Parce que Cabinda, c'est une enclave de la RDC. Et là, vous prenez donc le bus pour aller Ouais, rejoindre c'est l'Angola. ça. Et il y a eu cette fameuse attaque par voilà, une force de libération. Oui, donc des indépendantistes Ouais, cabinais, c'est bon, ça. qui avaient rien contre nous, mais qui ont voulu faire le buzz médiatique, hein. C'est-à-dire que ils ont réussi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire du bruit par rapport à leur revendication d'indépendance. Et bon, ils nous ont mitraillés, tir croisés sur la route sur la route de la jungle, en pleine jungle, Ah, le sur la choc. route de Cabinda, quoi. Ouais. Donc une vraie, comment dire, un vrai guet-apens, quoi. Ouais, Un vrai guet-apens. horrible. Et là, donc, bien sûr, vous décidez de pas faire de la CAN. Ben, il y a eu 2 morts dans le bus, hein. Donc, il y a eu mon entraîneur adjoint, moi, qui était 1 mètre à ma droite, donc, dans le bus, et qui a pris balle dans le ventre, malheureusement, qui est mort. Et il y avait le chargé de communication qui filmait le groupe au milieu du bus. Lui aussi, malheureusement, il est mort, Stan. Et après, donc 2 morts, comment dire, on passe dans une autre dimension, c'est très dur. Et également des blessés très, très graves. Hein. Le deuxième gardien, Dodo Bilalé, qui lui a handicapé à vie, hein, qui maintenant est toujours handicapé, qui n'a pas pu continuer sa carrière. Et bon, ça a été très difficile pour lui aussi, très très difficile. Donc des choses très graves évidemment. Après, bon, nous à un moment donné, c'est vrai que le groupe voulait jouer la CAN quand même,
Mais les autorités politiques, et notamment le président de la République, n'a pas voulu. On est rentré faire les obstacles nationaux au pays, quoi. Bien on sûr. n'est pas resté. Bien sûr. Et après, même, il y a eu toute une histoire que la Fédération africaine, la CAF, a voulu suspendre le Togo pendant les 2 CAN suivantes, mais avec la FIFA, il y a eu tout un retour en arrière. Ça a été levé. Ouais. Et toi, comment psychologiquement? Ça a été difficile. Ça a été difficile. Traumatisant, oui. Un peu traumatisant et comment dire, quelque chose de coupé, quoi. Vraiment net. C'est-à-dire, moi, je comptais sur la CAN pour faire une carrière internationale, pour me montrer et tout. Bon, ça a été coupé net. Maintenant, je me dis aussi que je suis encore là, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis vivant, c'est ça le plus important. Et à l'époque, donc, c'est vrai que ça m'a, je suis rentré chez moi. À l'époque, j'habitais à Ajaccio. Je me suis retrouvé un peu tout seul, un peu déphasé, quoi. Et ouais, donc je suis pas reparti tout de suite. J'ai fait quand même 1 an à Créteil, qui m'a rappelé après parce que j'étais passé à Créteil quelques années avant. Parce que c'est ça, toi, à Togo, à un moment, tu t'es dit, je veux repartir. C'était ton choix ou non? Ouais. Oui, je pensais repartir, mais il fallait pas que je reparte tout de suite, quoi. Donc j'ai eu l'occasion de Créteil de faire 1 an. Ça s'est bien passé aussi, avec des gens que je connaissais, tout ça. Donc il n'y a pas eu de problème. Et après, je suis reparti en Afrique, quoi. Le deuxième vrai départ parce que t'es pas revenu pour l'instant. Bon, il y a eu quelques petits trucs au départ. Il y a eu, je crois, Agadir, Stade Tunisien et tout ça. C'était vraiment des tout petits projets. Et ce qui m'a lancé vraiment la deuxième chance que j'ai eue en Afrique, c'est d'avoir été à Sétif en Algérie, dans un grand club où là j'ai vraiment très bien réussi, où j'étais champion d'Algérie dès la première année avec notamment 15 victoires sur 15 matchs à domicile, vraiment un truc de fou, quoi. Ah ouais, ils t'ont adoré là. Vraiment une grosse réussite en Algérie, c'est vraiment Sétif qui m'a remis dans le circuit, je dirais, africain, mais de haut niveau, hein. Le circuit africain de haut niveau, donc c'est vraiment eux. Après, l'année suivante, j'étais à l'USMA, pareil, un grand club algérien, j'ai fini champion aussi, 2 années de suite, avec 2 clubs différents. Pourquoi t'as changé alors que t'avais fait une très bonne année? La deuxième saison, on a eu quelques désaccords avec Sétif. Ça, je suis resté que 2-3 mois la deuxième saison. Mais l'USMA m'a pris tout de suite. J'ai succédé à Courbis, qui lui partait et voulait plus rester. Et en fait, j'ai gagné aussi le titre avec l'USMA, plus la Supercoupe d'Algérie. Donc vraiment, là, après, en ayant gagné 2 titres nationaux, c'est vrai que l'image devient meilleure. Ouais, bien sûr. Et toi, et en Algérie, tu te plaisais? Oui, beaucoup. C'est mon pays, mon deuxième pays, c'est clair. Ah ouais. J'ai beaucoup l'Algérie, moi. Ouais. Sétif, c'est où? Pardon de mon ignorance. Le Sétif, c'est à 2h30 à peu près par l'autoroute à l'est d'Alger, à l'est, d'accord. Ça se situe dans les montagnes, sur les hauts plateaux, en fait. C'est une ville où il fait très froid l'hiver et très chaud l'été, mais il y a de la neige l'hiver. Et sympa. Et c'est une ville de foot, c'est un club qui a gagné souvent, que ce soit au niveau africain ou au niveau Algérie. C'est une ville qui a vraiment la culture du foot, mais la niaque, quoi, la gagne. C'est vraiment. Ah ouais, tu le sens? Comment ça se passe? Ouais, on le sent. Ouais. On le sent. On le sent au quotidien. Comment les gens sont tous derrière leur équipe. Il y a beaucoup de solidarité entre eux. Il y a beaucoup de il y a beaucoup d'attention autour du club, mais énorme, quoi. Moi, je peux pas sortir dans la rue, hein, c'est clair. Ouais. L'Algérie, c'est un vrai pays de foot. C'est incomparable avec la France. C'est-à-dire que la France n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir au niveau des pays où le foot est adulé. L'Algérie fait partie de ces pays-là, hein. L'Algérie, c'est l'Angleterre, c'est l'Espagne. Et par contre, la pression aussi, beaucoup plus forte. La pression terrible. Terrible. Inimaginable. Ah oui. La pression est terrible, mais c'est comme ça. Il faut savoir résister à ça, il faut savoir rester lucide pour l'expérience. Pardon, je vais tout le temps un peu, comme je te disais, je ne suis pas journaliste, donc je mélange un peu plein de sujets, mais est-ce que quand tu es parti après Créteil, on va dire, c'était aussi parce que la France, tu avais l'impression d'avoir fait le tour? Il faut être honnête, il faut reconnaître aussi que le marché des entraîneurs en France, comment dire, c'est pas facile, hein. Des entraîneurs au départ de moi j'étais situé, entre Ligue 2 nationale. Bon, j'ai jamais fait de Ligue 1. Voilà, à un moment donné, il y a une nouvelle génération qui monte et tout. Le marché se rétrécit, hein, faut pas croire. Tous les entraîneurs te diront ça. Tous les entraîneurs honnêtes te diront ça. C'est quoi? C'est une étiquette, tu penses, que tu pouvais avoir et qui est après difficile à... Non, c'est pas une étiquette. Je sais pas, c'est comme ça.
il y a beaucoup de monde sur le marché, il y a une nouvelle génération qui monte, c'est un peu naturel. C'est beaucoup les mêmes qui tournaient, quoi. Hein. C'est un circuit, quoi. Après, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai peut-être pas passé un cran quand il fallait peut-être à Clermont ou à Créteil. J'aurais peut-être, à un moment donné, joué une montée. Si j'étais monté avec un des deux clubs avec lequel j'ai fait, peut-être ça aurait changé ma carrière, mais c'est pas grave. On monte pas comme ça facilement de Ligue 2 en Ligue 1 non plus, hein. Ouais. Surtout avec des clubs, qui n'ont pas des moyens énormes, quoi, à l'époque. Voilà. Donc, c'est pas évident, quoi. J'ai une autre question que je pouvais te la poser au début, au milieu, à la fin. Cette étiquette, maintenant qu'on voit un peu ton parcours, même en France, mais tu as quand même eu beaucoup d'expérience dans plein de clubs, cette étiquette de baroudeur. Est-ce que c'est quelque chose où tu t'en fous, où ça te gêne, où ça te fait du mal ou... Non. Qu'est-ce que tu en Non, penses? non, Ou au au contraire, contraire, une richesse? je trouve ça plutôt positif. Maintenant, c'est vrai que j'ai cette image-là. Maintenant, c'est vrai que mon champ d'action, c'est l'Afrique. Voilà. Bon, moi, j'ai toujours des demandes et tout. Bon, maintenant, Dieu merci, maintenant, je peux choisir un peu. C'est-à-dire que, voilà, j'essaie d'aller dans les projets qui me conviennent le mieux, qui me motivent le plus. J'ai cette chance-là, ce qui n'est pas le cas de tous les entraîneurs, qui sont des fois obligés de partir par obligation. Donc ça, j'ai cette chance-là. Maintenant, en France, je sais bien que j'ai cette image-là, mais au contraire, il n'y a pas de problème. Après, je me suis toujours aussi posé la question de savoir si un jour revenir en France, dans mon projet et tout, mais c'est très difficile. Une fois que en France, on vous catalogue très vite, c'est-à-dire, l'amalgame est fait très vite, c'est-à-dire on vous met dans une case et tout. C'est très difficile de bouger de la case. Bon, moi, j'ai gagné une Coupe d'Afrique avec Mazembe, c'est l'équivalent quand même de la Coupe Europa League. Europa League en Europe. C'est quand même pas rien. Et bon, je pense pas il y a pas beaucoup de monde qui le sait en France. C'est très peu médiatisé parce que bon, les gens s'en foutent un peu et tout, mais ça représente quelque chose sportivement. Et c'est vrai que j'ai pas non plus l'aura médiatique de certains entraîneurs. J'ai pas le nom par rapport aux médias et tout. Et tout ça, c'est un peu pénalisant, mais c'est pas grave. Ouais. C'est comme ça. Tu fais C'est pas ton très chemin. grave. Si on repart sur ta carrière, donc tu as été en Algérie pendant assez longtemps, parce que tu as été à Sétif, après Alger, et après tu as même eu une petite expérience à Constantine. Mais c'était surtout avant de partir à Mazembe. Mazembe, par contre, c'était bien à Mazembe. Mazembe, j'ai gagné le titre de la RDC, le titre national, j'ai gagné la Super Coupe d'Afrique, la Super Coupe du Congo et donc la Coupe de la CAF qui est équivalent à l'Europa League. Donc ça a très bien marché à Mazembe, Qui est un des grands clubs africains quand même, surtout ces derniers temps. qui a été à une époque le grand club africain, puisqu'ils ont quand même fait la demi-finale ou la finale avant moi, ils ont quand même fait la finale ou la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs quand même, hein, c'est pas rien. Donc moi j'avais une super équipe, c'était super. Et les infrastructures. Moi j'ai échangé avec Johan Curbilier, qui est à l'académie depuis des années, du Tout-Puissant. Et ouais, il m'a envoyé justement des vidéos. C'est des infrastructures qu'on ne connaît pas. Bah, en Afrique, il y a très peu d'endroits où il y a de telles infrastructures pour un club, quoi. En Afrique subsaharienne, Mazembe, c'est un peu l'exception, quoi. Je suis resté un an parce que j'avais envie de changer, c'est vrai, parce que à Lubumbashi, à un moment donné, j'ai fait le tour aussi, on a gagné la CAF, et aussi j'ai senti peut-être un peu moins d'ambition chez les dirigeants, dans le sens où ils voulaient plus s'appuyer sur les jeunes. C'était un peu le début de la formation à Mazembe, justement, où Johan était là et tout ça. Et bon, il y avait peut-être un peu moins de moyens mis à disposition de l'équipe première, de moins en moins. Donc j'ai senti que bon, il y avait peut-être un peu moins de puissance, de moyens, quoi. Voilà. Donc j'ai l'Étoile du Sahel m'a appelé, donc l'Étoile du Sahel était hyper ambitieux avec beaucoup de moyens, donc j'ai décidé de changer. Et c'est vrai que la vie en Tunisie ou en Algérie ou au Maroc, c'est vrai que je préfère vivre au Maghreb qu'au Congo. C'était aussi un choix de vie. Et justement, ouais, quand tu passes d'un pays à l'autre, c'est vrai qu'il faut à chaque fois s'adapter. Oui, mais c'est vrai que tout est différent, comme tu le dis. C'est-à-dire il y a des différences entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, et l'Algérie et le Maroc aussi. Et c'est très différent. Faut pas croire. Il y a même des différences en Algérie avec les régions. C'est-à-dire qu'un Algérien de l'Est, de Kabylie ou de Batna, là où il y a les Chaouches et tout, ça n'a rien à voir avec les Oranais. C'est complètement différent. Les Oranais, c'est la fête, c'est la décontraction. Les autres, c'est des guerriers, c'est des durs, quoi. Ça n'a rien à voir.
C'est incroyable. Bah, c'est comme en France avec les gens du Nord et les gens du Sud, hein. C'est un peu la même chose. Ouais, je pense que toi qui es en Corse, là, si tu dis la Corse, ouais, la Corse, Paris, tout, c'est pareil. Non, Ils c'est vont, pas pareil. ils vont pas trop, ils vont pas trop Non, aimer. mais la Corse, en fait, je vais t'expliquer. La Corse, c'est un sas de décompression dans les deux sens. C'est-à-dire que avant d'aller en Afrique, c'est bien de venir un peu en Corse parce que il y a beaucoup de similitudes. Et quand tu reviens de l'Afrique, pour pas aller tout de suite à Paris, comme tu as dit, sur le continent, c'est bien de passer par sas de décompression par la Corse. Donc, C'est mieux. c'est un conseil que tu donnes aux jeunes Voilà, éducateurs, aux éducateurs ou aux coachs qui vont en Afrique, de passer par la exactement. Corse. Ok, on prend Voilà, note. exactement. C'est ça. On va continuer un peu le voyage et la Tunisie. Donc, tu es resté une année. C'était où? C'était à Sousse, c'était à l'Étoile du Sahel, donc. Ok. Une année où on a fait deuxième du championnat, on était en demi-finale de la Ligue des Champions. Voilà, donc c'était une belle saison Ouais, aussi. voilà. En fait, toi, maintenant, quand même, si quand t'es dans un club, tu es tout le temps dans les gros clubs du continent africain. Je le répète et tout, mais je te dis, j'ai le privilège maintenant d'essayer de choisir comment dire, le bon projet sportif, quoi. Et c'est souvent dans les grands clubs, évidemment. Parce que c'est quoi ton objectif maintenant de carrière? C'est soif de titres, c'est apporter à des jeunes, ouais. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, donc au Soudan, donc c'est vrai que comment t'expliquer, Soudan, c'est une sélection nationale avec laquelle on a réussi quelque chose d'extraordinaire on les a qualifiés pour la CAN, qui arrive là dans 9 mois. Donc c'est vrai, moi j'ai eu plein de demandes après là, mais j'ai dit non à tout le monde parce que j'ai envie de faire la CAN. J'ai envie de me régaler, faire une CAN parce que la CAN c'est fantastique hein, pour un entraîneur. Et surtout avec ce qui t'est passé pour la dernière fois. Voilà, exactement. J'ai pensé à ça aussi. C'est vrai qu'à mon âge, on recherche un peu aussi le challenge sportif, comment voilà, essayer de bien finir en beauté la carrière. Bon, même si en Afrique, je suis pas très vieux hein, pour l'Afrique, hein, j'ai que 61 ans et en Afrique, on peut aller aux alentours de 70 sans problème hein, pour entraîner parce qu'ils adorent ça. Ils adorent les gens d'expérience. Ils ont beaucoup de mal à prendre des jeunes entraîneurs qui commencent. D'ailleurs, pour un jeune entraîneur qui commence en Afrique, c'est pas évident. Ça, c'est vrai. Donc voilà, je recherche d'abord ça. Après, des fois, il peut y avoir des coups de cœur. Et puis aussi, c'est vrai que la notion de sélection, ça me plaît, dans le sens où c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est aussi un autre statut qu'avant. Après, je peux avoir un coup de cœur aussi, un coup de cœur. Si un très très bon club un très bon club d'un pays où j'aime aller, bon, même en prenant plus de risques. Je suis pas fermé quoi. Ouais, parce que le Soudan, on peut y venir maintenant, même si tu as eu quelques autres expériences, notamment en Algérie à nouveau, juste avant le Soudan. Donc, il y a la sélection du Soudan qui t'appelle et là, ils te disent on a un objectif à court terme, c'est qualifier le Soudan pour la première fois à la CAN. Oui, oui, enfin, ils m'ont pas mis de comment. Ils m'ont appelé parce que d'abord, pour la première chose, c'est que parce que leur sélectionneur partait. Et c'est d'abord ça la première raison. Ils m'ont pas mis jamais de pression au Soudan. C'est un pays où il n'y a aucune pression. C'est-à-dire que on m'a jamais dit, faut que tu qualifies. Par contre, on s'est mis la pression nous-mêmes avec les joueurs. Moi, j'avais envie. Moi, je suis parti au Soudan pour essayer de jouer la CAN. Donc, Ok. j'y suis arrivé, Dieu merci. Mais c'est moi-même et les joueurs qui se sont mis la pression vraiment à mort pour essayer de faire la CAN. J'ai fait un vrai groupe, on y est arrivé. Mais au niveau des dirigeants, c'est des gens très sages, beaucoup d'expérience, un peu âgés et tout, très très calmes. Ils me font une entière confiance à tous les niveaux et on m'a jamais mis la pression. C'est C'est génial. un peuple très 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 paisible. D'ailleurs, c'est vraiment super de travailler là-bas parce que je suis vraiment indépendant, je fais vraiment ce que je veux. Voilà. Après, il y a plus ou moins de moyens ou pas, ça c'est autre chose. Mais sur le principe de travailler indépendamment, c'est vraiment super. Tu sais qui m'expliquait un peu que ce même concept, cette même philosophie, c'est Corentin Martins en Mauritanie. Voilà. Lui aussi, il avait une très bonne relation, c'était calme, il n'y avait pas une pression Voilà. exagérée. Voilà. Voilà, il Voilà. lui laisse le temps de bien travailler et c'est ce qui lui plaît. Ouais. Ben, exactement. Et comment ça se passe le foot au Soudan? Écoute, tout est basé sur deux grands clubs. Un premier grand club qui s'appelle Al Hilal de Omdurman et El Merreikh de Omdurman. C'est deux grands clubs qui font tous les ans la Ligue des champions d'Afrique. Et si tu veux, ces deux grands clubs arrivent à retenir les meilleurs joueurs du Soudan. Ils arrivent à les payer et tout. Donc, en fait, la sélection est basée, je dirais, à 80-90% sur ces deux grands clubs.
où je suis favorisé par rapport aux autres sélections, c'est que je peux regrouper les joueurs souvent. Souvent, tous les un mois et demi, j'arrive à faire un stage d'une semaine pour les regrouper. Et parce que tout le monde est sur place. Puisque ça, c'est un avantage que j'ai par rapport aux autres sélections qui, eux, ne peuvent les regrouper que 3-4 jours avant chaque match. Donc, c'est un avantage énorme. C'est pour ça qu'on a réussi je dirais, à mettre une méthode, un système en place, parce qu'on les a vus souvent et aussi les gens se connaissent bien, puisque tout le monde est sur place, tout le monde est à Khartoum et il y a une grande solidarité, une grande cohésion dans la sélection, grâce à ça. Parce que tu me disais, les deux grands clubs du pays, ils sont à Omdurman, qui est la deuxième ville du Soudan, non? Et Omdurman, c'est touche Khartoum, c'est la deuxième ville. Il y a le Nil entre les deux villes, donc c'est pareil. C'est quasiment la même ville. Ok. Je refais le parallèle avec Corentin Martins en Mauritanie. Et lui aussi, il disait que c'était une chance qu'il pouvait faire plein de stages parce qu'il avait une bonne partie de ses joueurs dans le championnat local. Ouais, c'est vrai que c'est un avantage énorme par rapport à d'autres sélections qui les voient que tous les 2 mois. En plus, les arrivées sont toujours compliquées quand ils viennent d'Europe. Donc ouais, ça c'est sûr. Oui, et puis il y a une politique globale à la Fédération du Soudan. Je suis venu, c'est pas moi qui les ai ramenés, mais je suis venu avec un franco-algérien qui s'appelle Mounir Leba, qui lui s'occupe du projet de formation au niveau de la fédération, c'est-à-dire des moins de 23 ans, des moins de 20 ans. Donc c'est une politique globale et moi je suis ça aussi, je suis les jeunes. Et également il y a Hassan Abdelmalek qui est venu pour former les entraîneurs. En fait, on est arrivés tous les trois ensemble le même jour, même si on se connaissait pas d'ailleurs, les trois. Et en fait, ils ont voulu, ça fait un peu partie, je dirais, du renouvellement politique global du Soudan. C'est-à-dire, ils ont voulu redynamiser le football au Soudan par la fédération et en faisant venir trois étrangers pour au niveau de l'équipe première pour moi, au niveau de Mounir pour le projet de formation, au niveau des entraîneurs pour Hassan. Donc voilà, c'est un projet global, on dira. Et ça fait partie de la dynamique de renouvellement, puisque comme tu le sais, c'est un pays qui a changé quand même de régime il y a pas longtemps, il y a 4-5 ans, il y a eu une révolution, il y a eu un changement politique. Donc tout ça, ça fait partie du changement. Et aussi, je vais même plus loin, la qualification pour la CAN, on nous a bien dit le soir même, les hauts responsables politiques nous ont dit que ça faisait partie aussi du renouvellement du Soudan. Et je pense que par rapport à ça, on risque d'avoir pas mal de moyens pour essayer de faire une bonne CAN, quoi. Ils vont nous mettre, je pense, pas mal de moyens à disposition pour... c'est sûr. On dit toujours que ces qualifs, c'est très important au niveau politique, au niveau de l'image du pays. Donc, très politique. Encore plus pour un pays qui sort de... T'as compris. C'était pas de... Et toi, tu vis à Khartoum? Oui. C'est-à-dire actuellement, donc là, il y avait le Ramadan et tout, il y a eu pas mal de temps d'arrêt et tout, mais je repars le 15 mai, là, je suis resté 1 mois et demi en Corse, chez moi. Là, je repars le 15 mai, on a pas mal de travail, puisque au mois de juin, on aura 2-3 matchs amicaux, puisqu'ils ont reporté, je sais pas si t'es au courant, mais ils ont reporté les matchs du qualificatif Coupe du Monde en septembre, ça a été reporté. Mais on va quand même faire 2 ou 3 matchs amicaux. Et l'info que j'ai eue il y a une demi-heure, il n'est pas impossible nous, on ait un match de barrage de Coupe arabe des Nations à compter du 22 juin au Qatar contre la Libye. Ça, c'est possible, mais c'est à confirmer. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit il y a une demi-heure. Donc voilà. Justement, je crois qu'il y a la Mauritanie. Oui. Il y a la Mauritanie, il y a tous les pays arabes sont invités, c'est sur invitation. Comme je disais à Corentin Martins, c'est une préparation pour la Coupe du Monde pour vous, pour toi aussi. Voilà. Tu vas tester les installations avant ta Coupe du Monde. Ouais, mais il faut y aller, la Coupe du Monde, c'est pas simple. Hein. Et Khartoum, toi, tu peux nous raconter un petit peu où est-ce que tu vis, juste pour qu'on imagine un tout petit peu, c'est comment? Khartoum, je vis dans le quartier où il y a pas mal d'ambassades et tout, un beau quartier. Après, Khartoum, c'est immense. Il y a des quartiers un peu plus difficiles que d'autres, mais c'est une très belle ville, il y a le Nil, très bien accueilli au Soudan, les gens sont super. Je suis bien. Et c'est la première fois que tu travailles dans un pays qui n'est pas francophone? Pas francophone, et moi je parle très mal l'anglais, eux ils sont anglophones. Ils pensent que c'est moi qui parle bien et que c'est eux qui parlent mal, donc il n'y a pas de problème. Mais tu travailles, donc t'as un interprète, non? Oui. Pour l'anglais. Et j'ai un très bon staff technique, j'ai un super adjoint
soudanais qui parle bien anglais et qui est un ancien international qui est très bon, qui est très compétent. J'ai la chance de l'avoir parce qu'il me règle beaucoup de problèmes. Et également, j'arrive à faire venir un Français préparateur physique à chaque regroupement, un Franco-Algérien que je connais bien, qui était à Sétif et qui vient tout le temps. Et peut-être que même à terme, il aura un contrat, je pense, avant la CAN, là. Donc voilà, non, je suis bien entouré là-dessus, il n'y a pas de problème. T'as pas du tout de souci de te faire comprendre ou de communication. Non, aucun. Mais les joueurs, eux, ils parlent arabe entre eux. Ouais, alors les joueurs, c'est plus l'arabe, hein. C'est pas tellement l'anglais. Hein. Donc on arrive entre l'interprète, moi qui parle baragouine un peu l'anglais, et mon adjoint qui parle anglais et arabe littéraire, on arrive à se faire comprendre. Ouais, on y arrive. Et d'ailleurs, le préparateur physique parle arabe littéraire aussi, donc il n'y a pas de problème. Et toi, tu comprends un petit peu? L'arabe littéraire, moi, je comprends que l'arabe algérien de la rue. Et ça marche pas au Soudan, ça marche pas? Non, ça marche pas. C'est pas pas la même langue. Justement, là, l'autre jour, je parlais avec Annabelle Creuset, qui, elle était prof de français et interprète à Bordeaux pendant pas mal d'années. Et là, elle vient de sortir un livre qui est un lexique. Elle traduit tous les termes du foot, du français à l'anglais, de l'anglais à l'espagnol, dans toutes les langues. Et elle vient de sortir ce lexique. Après, je te donnerai le contact parce qu'il y a pas mal de mots, des fois, où c'est très difficile, même sur Internet, les trouver. Et des fois, ce petit lexique, elle a tout répertorié dans un lexique et très bien fait. Mais je te dirais, ça s'appelle Kick-Off United. Ouais, c'est juste. Oui, ça m'intéresse. Mais ce qu'il y a sur le terrain, tout ce qui est entraînement, moi, les mots-clés en arabe, de toute façon, les mots-clés sur le terrain, c'est la même chose que l'arabe algérien. Donc, j'arrive à parler un peu en arabe sur le terrain, à l'entraînement. Je parle pas qu'en anglais sur le terrain. Ouais. Ça doit être marrant à voir, non? Tout ce mélange de langues. Ouais. Mais bon, j'ai l'impression que les joueurs, ils te comprennent, parce que ce que vous avez réussi à faire, c'est qu'ils comprennent quelque chose. Non, ils comprennent. Ouais. Et c'était comment le retour, donc quand tu qualifies l'équipe à la CAN, c'était en Afrique du Sud, le dernier match? C'était chez nous. Ah, c'était chez vous. Fantastique. Ah ouais, incroyable. Extraordinaire. Et une liesse populaire. Il y avait beaucoup d'émotions. Les gens attendaient ça depuis 10 ans. Donc 10 ans, c'est énorme parce que ça fait 5 CAN, 10 ans. La CAN a lieu tous les 2 ans. Donc ça fait 5 CAN qu'il n'y a pas de participation. Donc il y a beaucoup d'émotions. Notamment chez les plus anciens. Non, c'était vraiment fantastique. L'image aussi, c'est que on est parti directement après le match avec le car. On est allé carrément à la maison du président qui a 87 ans, qui peut à peine marcher, le président de la fédération. Et il nous attendait au bord du trottoir avec plein de monde autour. C'était des images extraordinaires. Le monsieur qui peut pas à peine se déplacer et qui nous attendait, c'était fantastique. Et après, vous avez été reçu par le président? Oui, après, mais alors, à la suite de cette visite, on a été reçu par le président de la République, le Premier ministre qui fait office de président de la République, puisque au-dessus de lui, il y a un général militaire, mais le Premier ministre, c'est lui qui gouverne le pays, quoi. Et donc, ouais, comme tu dis, il va avoir une attente positive ou une attente où les gens ils vont un peu exagérer, tu penses, avec cette CAN qui va arriver l'année prochaine? Non, déjà, les gens sont un peu surpris, très heureux. Le peuple, j'ai senti beaucoup de joie, mais un peu surpris aussi. C'est-à-dire, je s'attendait pas trop à ça. Après, bon, il faut pas oublier que la pression par rapport au football au Soudan, c'est El Merreikh et Al Hilal. Les 2 grands clubs, il y a beaucoup de pression. C'est-à-dire et aussi beaucoup d'engouement populaire. Avant, il y avait peu d'engouement populaire pour l'équipe nationale. Ça, faut le savoir. Mais je sens que ça monte, quoi. Je sens que ça monte avec la qualification pour la CAN, ça monte. Voilà. Mais au départ, c'est d'abord les 2 grands clubs. Hein. Et le football soudanais, il vit par ces 2 grands clubs-là. Ouais. Faut reconnaître. Et aussi, j'ai une question sur les installations, comme pour qu'on s'imagine aussi un petit peu. Non, il y a rien. Pas grand-chose. Non. Beaucoup d'améliorations à faire. Bon, je pense que la FIFA va aider, mais il y a beaucoup d'améliorations à faire de ce côté-là. Il y a tout à faire, en fait. C'est un pays, que ce soit au niveau du football ou dans les autres domaines économiques ou autre chose. C'est un pays vierge, quoi, où il y a tout à faire, où c'est en construction, mais il faut du temps, quoi. On peut pas faire tout du jour au lendemain, mais il y a tout à faire. Il y a pas assez de choses. Pas assez de choses encore. Il n'y a pas assez d'infrastructures, ça c'est sûr. Mais tu savais en arrivant.
Et il fait très chaud, c'est ça? En ce moment, tu tombes bien parce qu'on m'a envoyé le message cet après-midi. En ce moment, ils m'ont dit cet après-midi, c'est 47, 48, 49. Ah, ok, on a un petit niveau là. Voilà. Ça va durer un mois encore comme ça, et dans un mois, ce sera un peu plus bas avec la saison des pluies un peu. Ah, donc là, vous jouez, les joueurs, ils jouent avec ces températures. Ouais, le soir, et encore le soir, ça descend peu, faut pas croire. Hein. Tu descends de 45 à 43, quoi, le soir. Hein. Je t'ai pas demandé, j'aurais dû te le demander avant. Comment ça se passe, toi, ta famille, t'as de la famille, donc elle est en France, et toi, tu fais tous ces voyages, tu les fais tout seul? Tout seul, en général, ils arrivent à venir me voir quand je suis au Maghreb, quoi. Il n'y a pas de problème, mais quand c'est plus loin, non, ils viennent pas. Bon, on a pris C'est cette ton expérience habitude-là à et toi. tout. Mm. Voilà, bon, après, c'est vrai qu'ils sont bien en Corse et tout, donc c'est T'as toute ta difficile famille, elle est encore, t'as des enfants en Ouais, Corse? tout le monde, ouais, tout le monde. Et sauf ma fille qui est sur Paris, mais qui vient souvent en Corse aussi. Donc, mais non, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est un mode de vie qu'on a décidé, quoi. Qui est On dès a le pris, début, on quand a tu as pris eu ça cette comme ça. opportunité au Togo, tu t'es dit, ouais, c'était ça, c'était ton aventure et que tu allais partager ça Voilà, en revenant. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est marrant parce que justement, nous, quand on voit vos parcours, comme j'ai eu la chance aussi d'échanger avec Patrice Neveu, et quand on vous voit, on lit votre CV, on lit quelques articles sur vous, on se dit, non, mais eux, c'est des aventuriers, ils vivent seuls, c'est des baroudeurs, mais avec Ouais, leur sac à dos et ils n'ont pas d'attache. ouais, C'est pour ça qu'ils bougent. Mais non, c'est pas comme ça que ouais. c'est juste des choix de vie qui Non, vous conviennent, voilà, c'est ça. mais c'est pas que vous êtes aventurier Non, tout pas du tout. seul Non, avec votre non, baluchon. pas du tout. Maintenant, WhatsApp, FaceTime et tout, hein, il y a tout. Il y a pas, avec Internet, maintenant, on n'arrivait pas à vivre ensemble, à se parler beaucoup, quoi. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes ou quelque chose qui t'est arrivé dans une de tes expériences où tu dis, ouais, là, c'est quand même, ça me serait pas arrivé en France. C'est difficile à dire comme ça. Hein. L'Afrique, ça se vit. Hein. Raconter, c'est pas évident. Hein. Ouais, Parce que, oui, parce que, non, après, il y a plein d'anecdotes sur les déplacements, tout ça, c'est folklorique, quoi. Des fois, les déplacements en Afrique, c'est quelque chose, quoi. ouais, il se passe tout le temps des choses. Parce que oui, parce que déjà la notion du temps n'est pas la même. La notion du temps n'est pas la même. Moi, ce que j'en mets en mémoire, le premier match que j'ai fait avec le Togo, c'est que la notion du temps n'est pas la même. Ça veut dire qu'il y a toujours du retard. Et c'est-à-dire que on dit que les Suisses ont inventé les montres, mais les Africains ont inventé le temps, quoi. C'est-à-dire que il y a du retard, la notion du temps n'est pas la même, ça va doucement et tout. Moi, le premier déplacement que j'ai fait avec le Togo, on a loupé l'avion. On a fait Lomé-Cotonou pour prendre l'avion au Bénin. On a loupé l'avion. On a loupé l'avion qui partait à 23 heures. On est arrivé à minuit et l'avion était en train de décoller quand on arrive à l'aéroport. En fait, ça c'était deux jours avant le match, et le premier match au Cameroun. Et voilà, plein de problèmes. On a dormi, on a trouvé un hôtel au dernier moment. Une histoire pas possible. Je me souviens les joueurs qui jouaient sur le parking de l'aéroport, qui faisaient des taureaux et tout, c'est à des bailleurs au milieu de la nuit, qui fait un taureau avec ses copains et tout. Ça m'a marqué. C'était mon premier match. Après, on a pu prendre l'avion présidentiel. Le président de la République nous a envoyé l'avion le lendemain à minuit. Le lendemain à minuit. Hein. Donc ça, c'était l'avant-veille du match. C'est-à-dire, on a pris l'avion à minuit à Cotonou. On est arrivé donc à 5 heures du matin à Yaoundé. Et donc le match était le lendemain, quoi. Donc on n'était pas frais. Hein. On n'était pas frais parce qu'on n'a pas pu s'entraîner. On n'a pas pu s'entraîner. On n'a pas dormi pendant 2 nuits. Et Et t'as voilà, senti que c'était le problème. c'était pas tellement traumatisant pour eux. Non, pas du tout. Non, non. Non, non, pas du tout. Non, 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 mais là, pas du tout. Non, non. Il peut y arriver n'importe quoi. Il y a rien qui va les traumatiser. Non, ça, c'est Au sûr. Soudan, c'est juste une petite question technique, mais qui finance tous ces déplacements? C'est les fédérations ou Oui, c'est la CAF plus la fédération. Voilà, faut savoir que maintenant, les fédérations ont quand même des moyens. Elles sont très aidées par la FIFA. Hein. Donc, il y a beaucoup de subventions de la FIFA, grâce à l'argent de la FIFA. Hein, faut le dire. Et la fédération, le gouvernement, là, je sais que le gouvernement pour la CAN va aider pour les préparatifs, mais au Soudan, bon, je connais pas tellement, je sais pas exactement
les rapports que la fédération avec le gouvernement. Je sais pas s'il y a des aides ou quoi. Je sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de subventions de la FIFA. Ça, je sais. On les a déjà un petit peu énoncés, mais pour toi, quelles sont les clés, selon toi, pour réussir à l'étranger? Alors, j'ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que capacité d'adaptation, ça c'est la première chose. Aussi avoir un certain, l'esprit ouvert, c'est-à-dire avoir envie d'aller vers les autres, c'est-à-dire ne pas avoir trop de certitude. Voilà, pas de certitude européenne. Bon, ici on est formé d'une certaine manière, dans un moule, on dira. Je dirais, il faut sortir un peu du moule. Tu vas être obligé de gérer des choses à l'étranger qu'il n'y a pas dans la formation d'entraîneur français à Clairefontaine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'ailleurs, moi, je conseillerais, si c'était possible, à chaque entraîneur de haut niveau d'aller faire un stage 1 an en Afrique avant d'entraîner les grands clubs européens. Je pense que c'est une très bonne école. Mais bon, ça, c'est pas possible. Après, le management des gens et tout, c'est aussi particulier. Il faut avoir le bon management. Faut être très dans l'affect, non, dans l'humain, dans l'affect. À la fois, faut être à la fois dur et affectif. Et un entraîneur qui hésite avant d'aller en Afrique, tu lui dirais de foncer? Oui. Bon, il faut quand même de l'expérience. Faut pas un jeune qui a jamais entraîné, non. Ou alors pour se former, c'est-à-dire comme je viens de le dire, avec quelqu'un qui a l'expérience et un certain esprit, je lui dis oui tout de suite. Ouais, avec un certain esprit. Toi, tu le sens direct. Ceux qui te parlent, ils disent j'ai envie d'aller. Toi, tu te rends compte, non, mais toi, tu peux pas aller avec cette mentalité. C'est une bonne question, ça. Ouais. Des fois, non, c'est pas forcément comme tu viens de le dire, qu'on me demande à moi directement. Mais moi, je connais évidemment tous les entraîneurs français, pratiquement, enfin, tout du moins de ma génération, tout du moins, peut-être pas forcément de la nouvelle. Mais je les connais et je sais qui peut aller en Afrique ou qui peut pas y aller. Je le sais. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Qu'on gagne la CAN, non, je déconne. Non, mais ce qui serait bien de me souhaiter, c'est, je voudrais bien vraiment faire, alors je t'explique. Peut-être, on va jouer les barrages contre la Libye, là, au mois de juin, et j'aimerais vraiment me qualifier, parce que dans le groupe, si on se qualifie, on a l'Algérie et l'Égypte. J'aimerais vraiment retrouver l'Algérie, mon pays. C'est ça que tu dois me souhaiter, de faire la Coupe arabe dans le groupe. Je te souhaite de faire la Coupe arabe des nations et de battre l'Algérie. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hubert pour ton temps, pour nous avoir fait voyager avec toutes tes expériences. Et à très bientôt et bonne suite. En véritable amoureux du foot et de l'Afrique, Hubert vit pleinement son aventure au Soudan. Merci pour ce moment de partage et belle canne à toi et à ton équipe. Voilà, vous venez d'écouter le 19e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt. Baila esta cumbia que te